Bonsoir à tous, il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Dans l'actualité ce soir, le retour de l'État sur le terrain, c'est le premier engagement pris par la ministre de l'Outre-mer lors des négociations amorcées cette semaine avec l'intersyndicale. Ce matin, une centaine de gendarmes ont mené des opérations contre l'immigration clandestine à Koungou et sur la Petite Terre. Les images dans un instant. Mayotte privée de fret aérien, la zone de stockage de l'aéroport est pleine à craquer suite au blocage des livraisons. Actuellement, plus aucun courrier ni colis venant de l'extérieur n'est accepté. Enfin, dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives partielles dans la première circonscription. Ce soir, c'est Bakar Ali Boto qui vient fermer les débats de la campagne législative sur nos antennes. Mais avant de développer cette actualité, cette information, une nouvelle réunion de négociation entre le préfet Frédéric Vaux, la délégation de la commission ministérielle, l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte devait se tenir cet après-midi à Tingoni. Mais selon les informations qui nous sont parvenues, la rencontre a tourné court. Les leaders syndicaux estiment que la délégation envoyée par la ministre de l'Outre-mer n'a pas de pouvoir de décision. Ils réclament un interlocuteur qui puisse s'engager au nom de l'État. Je vous laisse écouter cet échange entre le préfet de Mayotte et l'un des leaders du mouvement contre l'insécurité. Nous avons pris contact avec la mission qui est arrivée, qui doivent ouvrir des discussions. La seule chose que nous voulons, c'est que est-ce que cette mission a un mandat d'engager le gouvernement dans des négociations sur la base de notre document ou pas? C'est la question que nous avons posée. Et puis s'il n'y a pas de mandat, nous voulons avoir quelqu'un qui peut engager le gouvernement et l'État sur la base de notre document, sur la base de nos revendications. Pour avoir un mandat, il faut un document, un cahier de revendications. Ce cahier est en cours d'élaboration, on ne l'a pas encore reçu. Les interlocuteurs nous ont dit qu'on l'aurait dès demain en milieu de journée et c'est l'élément qui va permettre de continuer les échanges et la discussion sur une base qui aura été clairement définie. Des images signées Atoumani Simba. Près de 70 interpellations de personnes en situation irrégulière ont été effectuées ce matin. Voilà les premiers résultats des opérations menées par les gendarmes sur les secteurs de Koungou et en Petite Terre. Anastasia Laguera et Assadira Zafitseno ont suivi une patrouille. Voici leur reportage. Si vous allez nous suivre, on va aller dans la voiture. En quelques heures, c'est la deuxième fois que cet homme est interpellé. Ce jeudi, 100 militaires ont été engagés sur Petite Terre et Koungou pour des contrôles d'identité. La mère de l'individu parle d'une cacophonie. Comment je peux apprécier ces contrôles? Même quand on est en règle, il nous embarque. Il est en règle, lui. Et même si son récépissé avait expiré, c'est à la préfecture d'en juger. Mais ils nous font tourner en rond, ils nous embêtent. Monsieur, quel moteur, s'il vous plaît? Vous pouvez me présenter les papiers, les pièces d'identité des deux personnes à bord, s'il vous plaît. Du côté des habitants en quête de sécurité, la situation rassure. La manière dont sont faits ces contrôles, c'est très bien. J'espère que ça permettra de réduire la délinquance et d'arrêter tous ces jeunes. Il faut que ça continue. Ils ont même contrôlé les pièces d'identité, le récépissé. Ça a épuisé depuis le 28, mais la préfecture, on a des grèves. On n'est pas à ouvrir. C'est normal, je ne peux pas aller changer. Ils ont compris? Ils ont compris. Ils ont regardé dans l'ordinateur, ils ont vu que c'est bon, lui, il fonctionne. C'est bien parce que là, c'est de la sécurité. Donc, je ne suis pas fâché, moi. Une soixantaine d'interpellations rien que pour ce matin. Alors que les barrages se durcissent, l'État tient à montrer qu'il agit. Nous avons été renforcés de plusieurs unités de gendarmerie mobile. Au total, dès ce soir, seront présentes 5 unités de gendarmerie mobile. Et ces unités sont immédiatement employées sur l'ensemble du département. Tout renforcement en effectif de manière à lutter contre les différents fléaux qui sont sur Mayotte, oui, ça nous convient. D'ici demain, tous les gendarmes attendus seront sur le territoire. Ce vendredi, les contrôles d'identité devraient s'intensifier. Et hier soir, une opération similaire a eu lieu du côté de la commune de Mtsamboro. 13 personnes en situation irrégulière ont été interceptées et reconduites à la frontière. Parlons maintenant de ces 11 jeunes interpellés hier matin suite aux violences perpétrées à Mtsapéré dans la nuit de mardi à mercredi avec des véhicules incendiés.
4 d'entre eux vont être présentés au parquet, parmi eux un jeune de 12 ans. Sachez que l'instruction est toujours en cours pour déterminer les responsabilités de chacun. Et c'est dans ce contexte que se sont produites de nouvelles violences, mais cette fois-ci du côté de Chiconi. 2 familles cambriolées et agressées hier soir entre 3h et 4h du matin. Pour les victimes, les voyous semblent déterminés à tuer. Les habitants se sentent délaissés face à cette insécurité permanente. Reportage à Chiconi et Sohoa, Abdullah Damala et Atoumani Simba. Ces traces de sang sur le carrelage témoignent de la violence de l'agression. Je me suis réveillé sur mon canapé devant une machette, un jeune homme avec une machette devant moi menacé de ne pas bouger. Pendant que le second ramassait, remplissait son sac. Commençait à me demander où est-ce qu'il était mon porte-monnaie et tout, me posait tellement de questions. Le second voulait rentrer dans la chambre des enfants et là j'ai intervenu. L'homme s'est pris des coups de machette au niveau du coude. Choqués, les habitants de Chiconi justifient la poursuite du mouvement contre l'insécurité. Ça ne s'apaise pas et c'est pour cela qu'on est jusqu'au jour d'aujourd'hui sur la route. On lutte contre cette sauvagerie, parce que moi j'appelle ça de la sauvagerie. Le gars avec sa famille dans sa maison, ils ont pu rentrer et agresser le papa. Malheureusement il a été victime, mais il n'a pu rien faire. Une demi-heure auparavant, c'est cet habitant de Sohoa qui a reçu la visite de ces mêmes cambrioleurs avec le même mode opératoire. J'ai regardé derrière les rideaux et dès qu'ils m'ont vu, ils sont devenus très agressifs. Et de là, ils sont venus sur la porte, ils l'ont défoncé, ils ont pris les cailloux comme ça, qui m'ont jeté dessus. Moi, je me cachais derrière le mur, j'essayais d'éviter. Et à la fin, j'ai pas pu faire, j'étais obligé de m'enfermer dans la chambre. Un voisin est arrivé et ça leur a fait peur. Et ils l'ont chargé jusqu'à chez lui. Il a réussi à s'enfermer et après, ils sont partis. Les 2 familles attaquées ont alerté la gendarmerie, mais aucun agent n'aurait fait le déplacement plusieurs heures après les agressions. Et ce soir, le village de Chiconi se réunit pour décider d'une riposte citoyenne face à ces actes de violence. À Passamainti, une partie de la population est descendue dans les rues ce matin pour des stops à la violence. Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou faisaient partie du cortège. Comme si les barrages qui paralysent Mayotte ne pouvaient pas à elles seules porter la revendication sécuritaire, une partie des habitants de Passamainti, commune de Mamoudzou, a battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer la délinquance juvénile. Il faut dire que Passamainti est régulièrement le théâtre d'affrontements entre bandes rivales. Ce qui s'est passé à Passamainti récemment, ce qui s'est passé à Manzachoua récemment, ça fait lever le village, ça fait lever Mayotte, ça fait lever Passamainti. La paix! Nous voulons la paix, nous sommes fatigués. Non, nous ne voulons pas. Les faits de violence explosent ces derniers jours en zone police. Dans certains quartiers du chef-lieu, des riverains s'organisent en milices de lutte contre l'insécurité. Et depuis 2 jours, les administrés de Mamoudzou campent devant leur mairie pour avoir le soutien de leur premier magistrat dans leur lutte contre l'insécurité. Suite aux violences commises par des bandes à Passamainti et Mtsapéré, ils ont remis une plateforme de revendication avec échéance, des mesures qu'ils souhaitent rajouter à la plateforme générale contre l'insécurité. Le récit, Génial Atoumani et Géraldine Lui. Un sitting devant la mairie de Mamoudzou pour plus de sécurité. L'action des administrés après 2 soirées consécutives de violence dans le chef-lieu. Mohamed Majani aujourd'hui directement interpellé en tant que garant de la sécurité publique dans sa commune. Au moment où tous les territoires exigent la présence massive de l'État sur le territoire, nous on demande la présence de notre commune auprès de la population. Aujourd'hui, si la municipalité, les services de l'État n'ont pas les moyens pour nous protéger, qu'on se mette d'accord, qu'on acte le fait que dorénavant, ça sera la population. La population va se constituer en milice, si on veut, pour se protéger tout simplement. Une situation qui les a conduits à rédiger eux aussi une plateforme de revendication avec échéancier. On a des squats qui sont identifiés. On a sur l'ensemble de la commune où c'est des lieux où les gamins viennent pour fumer, pour se préparer, pour aller au combat selon eux. Le délogement de ces jeunes sur ces squats, ça c'est parmi les choses que nous avons demandé au maire et c'est des choses qu'il nous a dit que c'était possible de faire dès demain.
Un point sur 11 au total qu'il souhaite voir intégré dans la plateforme générale de revendication contre l'insécurité à Mayotte, rédigée il y a quelques jours par les leaders du mouvement. La voix de la plus grande ville de Mayotte n'est pas assez bien représentée, n'est pas assez bien entendue. La majorité des problèmes de ce territoire sont concentrés sur Mamoudzou et il faut qu'on ait un représentant de la ville de Mamoudzou, en tout cas du secteur de Mamoudzou, pour porter cette voix-là. En attendant d'être plus audible, il se murmure ici que cette mobilisation se poursuivra jusqu'à dimanche, jour du premier tour des législatives partielles. Hier soir, Annick Girardin a reconnu à l'Assemblée nationale un échec collectif des gouvernements successifs sur la gestion de Mayotte. C'est la première fois que le gouvernement devient officiellement l'avocat de la souffrance mahoraise. Comment ce mea culpa a-t-il été perçu par les manifestants sur les barrages de Mayotte? Le reportage d'Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Oui, Mayotte souffre et les Mahorais et les Mahoraises souffrent. Et depuis de nombreuses années. Oui, nous n'avons pas été à la hauteur collectivement de l'accompagnement de ce 101e département. La souffrance de Mayotte résonne dans les murs de la représentation nationale par la voix du ministre des Outre-mer. Fait inédit qui n'est pas passé inaperçu, notamment sur les barrages qui paralysent l'île depuis bientôt un mois. Ces chansons, on les a beaucoup entendues, on les a trop entendues, qui reconnaissent, oui, mais nous, ce qu'on nous demandait, ce sont des actes, et des actes concrets. Peut-être la confiance entre le gouvernement et les élus mahorais y est, mais entre nous, la population et le gouvernement, la confiance n'y est plus. Nous, au jour d'aujourd'hui, on ne veut plus faire de route, nous attendre leur confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est réagir. Le collectif qui mène la grève contre l'insécurité a formulé plusieurs propositions pour sortir Mayotte du marasme. Les manifestants qui tiennent les barrages depuis bientôt un mois ont des demandes bien précises. Nous demandons à ce qu'il y ait un détachement, un commissariat dans la commune de Dembéni, par exemple, parce qu'on ne peut pas demander à ce que tout le centre soit géré que par la gendarmerie de Mamoudzou ou de Sada. Sans sécurité, pas de développement possible. Sur plusieurs points, il existe des rapprochements notables entre les revendications et les propositions de l'État. C'est sur les délais de réalisation, les projets d'urgence et le chiffrage que va porter le long travail de négociation. Et cette souffrance de Mayotte, Mahmoud Aziari a été l'un des premiers à la coucher sur papier à travers son livre Mayotte en souffrance. L'ancien directeur général de la Société immobilière de Mayotte fait lui aussi partie des négociateurs du collectif contre l'insécurité. Il a été interpellé par ce tout nouveau discours de la ministre. Nous n'avons pas été à la hauteur collectivement de l'accompagnement du 101e département. Déclaration prononcée ce mercredi à l'Assemblée nationale par la ministre des Outre-mer. Propos considérés comme une certaine victoire, c'est en tout cas ce qu'en déduit Mahmoud Aziari, qui a participé aux négociations de mardi soir, Case-Rocher. Quand je l'ai entendu dire que Mayotte est un échec collectif, c'est la première fois qu'un élu le dise devant la représentation nationale. C'est un aveu. Là, hier, elle a dit « nous n'avons pas été à la hauteur collectivement ». Et elle annonce que tout doit être mis sur la table. Et en plus, elle dit « il n'y a pas de tabou ». Voilà. Alors, moi, ça m'intéresse de dire qu'il n'y a pas de tabou. Pourquoi? Parce que ça fait des années que nous sommes un certain nombre ici à dire que Mayotte ne se développera pas tant que ce système qui le freine perdure. Autre point marquant du discours d'Annick Girardin au Palais Bourbon, la volonté que Mayotte puisse représenter l'excellence française dans son bassin maritime. J'ai toujours dit, j'ai écrit à plusieurs endroits, ce qu'il faut dans une île, c'est l'excellence et l'harmonie. L'excellence, c'est quand vous utilisez les méthodes des systèmes les plus performants de ce 21e siècle pour développer votre pays. Mais l'harmonie, c'est l'harmonie qui doit exister à l'intérieur de la population qui cherche du bien-être. Et une des conditions, c'est effectivement la lutte contre l'insécurité. Et aujourd'hui, le général de gendarmerie qui était à cette réunion nous a bien montré qu'effectivement, ils avaient tous les moyens de lutter contre cette insécurité qui brise l'harmonie à Mayotte. Lutter contre l'insécurité à Mayotte, une mission primordiale pour rétablir la stabilité et la quiétude dans tous les secteurs d'activité de l'île. Un objectif réalisable selon l'auteur de Mayotte en souffrance, compte tenu des renforts militaires déployés ces derniers jours dans le département. Il commence par sécuriser tout le système scolaire, les transports, les abords,
et l'enceinte de tout le système scolaire, à l'intérieur des collèges, des lycées, etc., pendant les transports, tout ça. La deuxième chose, c'est que naturellement, la violence étant créée par la pauvreté extrême, Mayotte ne peut pas continuer à avoir se déverser toute la pauvreté extrême de la région. Et la France doit d'abord stopper toutes ces entrées incontrôlées sur Mayotte, mais en même temps travailler sur un développement régional voulu par la stratégie européenne, notamment à travers le fonds Interreg, pousser la région qui déverse sa pauvreté extrême à Mayotte à se développer de façon à réduire la pauvreté extrême là-bas et ne plus avoir Mayotte comme un pôle attractif de cette pauvreté extrême. Il ne reste plus qu'à appliquer ces mesures de sécurisation de l'île afin que la population puisse vivre en toute harmonie, sans la peur au ventre. Un reportage de Papino Zaidani et Géraldine Lui. Plus de sécurité, plus de lutte contre l'immigration. Voilà en substance le contenu des 15 mesures demandées par l'intersyndicale à la ministre de l'Outre-mer. Avec nous, Miss Baoudine Bakar, qui va nous détailler ces mesures qui ont été négociées ce mardi. Bonsoir Miss Baoudine. Bonsoir Alda. Alors, quelles sont les propositions, les mesures annoncées par la ministre et les propositions du collectif ? Alors ce soir, on va vous proposer principalement les mesures de lutte contre l'immigration clandestine. Il faut savoir que le document sorti mardi dernier n'est pas encore dans la presse, mais nous avons réussi à se procurer un exemplaire. Et on va voir ensemble les mesures du gouvernement et les propositions sur le même point, les propositions du collectif. On va commencer par une mesure qui dit que le haut fonctionnaire placé auprès du préfet en charge de coordonner la lutte contre l'immigration clandestine sera nommé la semaine prochaine. Et sur ce même point, le collectif fait une proposition de porter par la diplomatie française l'exigence de la reconnaissance par l'Union des Comores de l'appartenance française de Mayotte et conditionner l'aide au développement de la France et de l'Union européenne à cette position. Donc là, on remarque qu'il y a quand même une divergence, ce n'est pas la même chose. On va voir ensemble la mesure suivante. Alors, l'État s'engage sur la mobilisation effective des moyens nautiques de la Marine nationale dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et sur ce même point, sur leur plateforme revendicative, le collectif propose de renforcer les moyens de contrôle aux frontières par l'installation effective d'une base avancée sur l'îlot de Mtsamboro, dotée de matériel adapté, drones, vedettes rapides et radars, ainsi de suite, et d'affecter à Mayotte 300 postes supplémentaires pérennes de policiers et gendarmes, dotés également de moyens matériels adaptés. Là aussi, l'État est vague, alors que le collectif a avancé des propositions chiffrées et des exemples concrets. Alors, quelles sont les deux autres mesures ? Alors, les deux autres mesures, c'est toujours concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Pendant un mois, pour des raisons d'ordre public, le bureau des étrangers de la préfecture sera fermé et la délivrance des titres de séjour se fera sur rendez-vous. Et là-dessus, le collectif propose de mettre fin au titre de séjour d'exception et autoriser la libre circulation sur tout le territoire, mais aussi de laisser les titres de séjour des gens pour partir à l'extérieur, mais aussi instruire les premières demandes de titres de séjour des citoyens comoriens directement à l'ambassade de France en Grande Comore ou au consulat en juin. Donc vous voyez que là aussi, ce n'est pas la même chose. On va voir la dernière mesure, toujours concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Les dispositifs relatifs à la prise en charge sur le territoire national des mineurs non accompagnés seront adaptés afin de mettre en compte, de prendre en compte la situation particulière de Mayotte. Ça, c'est l'État qui parmi ces mesures, alors que là-dessus, le collectif est direct et concret, mettre en place une collaboration entre les services de l'État et le conseil départemental pour déployer très largement les procédures de déclaration judiciaire, de délaissement parental, afin de permettre des mineurs isolés de Mayotte d'être adoptés, mais aussi étendre la procédure Taubira à Mayotte sur la répartition des mineurs isolés. Donc, parmi les points de divergence, les mesures annoncées par le gouvernement et les propositions du collectif qui figurent sur cette plateforme revendicative, il faut savoir, comme vous l'avez dit, il y a en tout une quinzaine de mesures. Et comme vous le savez, le collectif et l'intersyndical n'ont pas signé ces mesures. Merci beaucoup, Miss Baoudine, pour ces explications. En bref, le port de Longoni est au point mort depuis samedi. Aucune activité n'a été enregistrée sur la place.
le personnel et la capitainerie n'ayant plus accès au site. Selon le dernier rapport annuel datant de 2016, le port de Longoni, c'est un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros. Donc un port bloqué, c'est toute l'île qui ne va pas tarder à étouffer de l'intérieur. Parlons maintenant de cette grève qui paralyse l'île depuis 3 semaines. Les habitants souffrent, mais les entreprises aussi. Depuis près de 2 semaines, à Dzaoudzi, le service fret ne fonctionne plus et ne peut plus rien recevoir. Des tonnes de marchandises attendent d'être livrées. Anastasia Laguera et Assadira Zafitsen. Le parking des transitaires désert depuis une dizaine de jours. Les camions peinent à réceptionner leurs colis et marchandises à cause des barrages. Résultat des courses, le service fret aérien est saturé. Les camions sont bloqués. Donc depuis mardi soir, on a mis un embargo sur le fret parce qu'on ne peut plus absorber. Là, vous voyez un petit peu de place parce que ce matin, tous les colis de médicaments sont sortis. Mais depuis 10 jours, rien ne sortait, rien ne bougeait d'ici. Qu'est-ce qui reste là aujourd'hui ? Ce qui reste, on a à peu près 200 mètres cubes de matériel, comme vous le voyez, sur les étagères et au rez-de-chaussée. Et puis au niveau de la poste, on a à peu près 17 tonnes en souffrance. 17 tonnes de courrier rien que dans ce magasin. Dans le dépôt d'un transitaire à 2 pas de là, 10 tonnes sont aussi en attente de livraison. Courrier administratif de particuliers tout y est et la taille des locaux n'arrange rien. Le risque si la grève perdure ? C'est qu'il y a un blocage en amont. Paris va être débordé aussi, La Réunion également. Donc voilà, mais on ne peut pas pousser les murs. Le bâtiment, il a 20 ans, il est comme il est. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Les entreprises comme les habitants vont devoir prendre leur mal en patience. La sortie de crise est encore loin. Dimanche 18 mars, les électeurs de la première circonscription sont appelés aux urnes pour les élections législatives partielles. Un scrutin un peu particulier au vu de l'actualité sociale de l'île. Bakar Liboto, le dernier candidat de cette circonscription, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir l'ensemble de la population qui nous regarde. Alors, après s'être rangé aux côtés de l'intersyndicale, comme d'autres élus, le maire de Mamoudzou a finalement choisi d'ouvrir les écoles et d'organiser cette élection ce dimanche. Est-ce que vous comprenez cette position, ce revirement ? Je ne sais pas si c'est un revirement, mais juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même m'excuser auprès des communes, notamment la commune de Akwa, Samboro, Pamanzi, dans lesquelles je n'ai pas pu organiser des meetings à cause des événements que vous connaissez. Voilà, en dehors de ça, c'est une position qui a été prise par la municipalité de Mamoudzou, c'est bien ça. Oui. Comment, vous me dites si je comprends ou pas? Est-ce que vous comprenez sa position? Non, mais ce n'est pas la position du maire tout seul, c'est la position du maire et de son conseil, il me semble. Donc dans ce cas-là, le conseil est souverain. Et on est obligé quand le conseil décide, après on applique, c'est la loi, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous êtes le Mais moi personnellement, oui. Je veux dire, là, parce qu'il y a deux choses, il y a le conseil municipal, il y a le maire, et puis voilà. Mais moi personnellement, j'ai toujours dit, depuis très longtemps, que c'est sûr que quand on est dans un bateau, autant rester solidaire. La majorité fait la loi, même si elle n'a pas toujours forcément raison. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Mais à partir de là, il y a un conseil municipal. C'est le conseil municipal. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, personnellement, ça ne compte pas. Mais bien sûr, en tant que candidat, les Maoris veulent le savoir. Est-ce que vous, parce que même si vous êtes un peu en retrait par rapport à la campagne législative, vous êtes quand même membre aussi de cette mairie. Est-ce que vous, à leur place, vous auriez fait la même chose? Personnellement, j'ai toujours dit, et je l'ai déclaré, je suis complètement solidaire du mouvement en cours. Je dis que c'est un mouvement très légitime. Je pense que la problématique de l'insécurité à Mayotte, c'est un quotidien. Et en plus, toutes les couches sont concernées. Donc je ne vois pas qui à Mayotte pourrait s'opposer. Moi, en tout cas, je l'ai déclaré haut et fort, en tout cas, ma solidarité vis-à-vis de ce mouvement. Et j'ai dit, c'est vrai que je ne serai pas dans les rues à chaque fois, puisque je suis en campagne. Je ne veux pas qu'on m'accuse de récupération. Et puis, donc, faut pas vous mélanger. n'auriez pas organisé ces élections? Mais non, ce n'est pas la question que vous avez posée. Justement, je parlais de fermer les écoles et organiser les élections, notamment. Pour les élections, moi j'ai toujours considéré que une élection est un acte démocratique et que nous sommes dans un état de droit. C'est une possibilité qui nous a été offerte, autant l'utiliser. Maintenant, vous savez, moi je me présente pour les Mahorais, pour défendre les Mahorais. Mais si maintenant les Mahorais ne veulent pas qu'on organise les élections, mais pourquoi les y obliger? Puisque je me présente pour eux et je me présente pour les défendre.
S'il préfère attendre un peu pour organiser les élections, s'il juge c'est important et c'est nécessaire, je ne peux que m'arranger de l'autre côté. C'est tout à fait normal, ça va de soi. Alors, Voilà. certains maires, justement, se plaignent de pression de l'État, justement, pour les forcer à organiser cette élection, et surtout de menaces de la part de la préfecture. Vous êtes élu, vous aspirez être député. Quelle position doit prendre un élu de la République dans une situation pareille? Est-ce qu'il faut qu'il tienne à la défense de ses administrés ou qu'il suive la loi? On est en démocratie, chacun est à sa place. C'est sûr que l'État fait ce qu'elle doit faire en tant qu'État, est obligé, voire obligé les élus à exercer en tout cas l'activité de l'organisation des activités électorales, puisque c'est la loi, mais les élus ce sont des individus et ce sont des personnes qui ont des mandats. Chaque élu a la responsabilité d'agir, de ne pas agir en parfaite connaissance de cause, mais conscience aussi chacun en fonction de sa conscience. En tant qu'élu, personnellement, si je dois défendre, je me présente pour défendre la cause de la population, quels que soient les risques qu'il peut y avoir, à partir de la position que je pourrais prendre. Si c'est pour défendre la population, je me sacrifie, ce n'est pas un souci, je l'ai déjà fait, personnellement. Sinon, je ne me présenterai pas. Je me présente parce que je considère que je suis là d'abord pour la population et par conséquent, s'il doit y avoir des sacrifices, je suis le premier qui doit me sacrifier pour sauver le peuple si possible, mais ça ne peut pas être l'inverse. On a surtout, bien compris. Voilà. Monsieur Bakary Boto, actuellement il y a un tract qui circule sur les réseaux sociaux qui dit stop au barrage. Certains disent qu'il vient de vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous infirmer cette information? Alors quand vous dites vous, c'est qui? Parce que là je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qui c'est vous, c'est qui? Vous, ça dit Bakary Boto? Oui. Mais je ne vois pas le rapport. Comment ça pourrait venir de moi? Justement, c'est l'occasion de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais je ne sais pas quand est-ce que c'est envoyé. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne sais pas qui me cherche des ennuis. Bon, j'en ai plein, hein, je suis quand même candidat. Oui, c'est le jeu, on dira. Mais bon, moi, je n'agis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez transparent. J'ai des choses à dire, je les dis en face. Je les dis aux gens concernés. Je n'ai pas besoin de prendre un masque pour agir. Et ça, je l'ai démontré dans le passé, ça fait partie de moi-même. Jamais je ne fais pas les choses par derrière. C'est en face. D'accord, donc ça ne vient absolument pas de vous. Mais non, ça ne peut pas être possible, ça. Alors, on continue, monsieur. Vous êtes le monsieur sécurité de Mamoudzou. Et d'ailleurs, certaines des mesures que vous avez commencé à appliquer, notamment la vidéosurveillance, ont été reprises parmi les propositions de l'intersyndicale. Aujourd'hui, certains dénoncent cette méthode et disent à quoi sert la vidéosurveillance si les bandits circulent cagoulés. Est-ce que, chez vous, vous pensez sincèrement que ça va servir à quelque chose? Oui, déjà, premièrement, c'est que la vidéoprotection, ce n'est pas seulement pour les bandits. Et en plus, ce ne sont pas tous les bandits qui circulent cagoulés, mais ils circulent cagoulés au moment propice. Donc, je pense franchement que la vidéoprotection est un outil extraordinaire qui va révolutionner la sécurité au niveau de Mamoudzou. J'espère que d'autres communes vont prendre le relais, en tout cas vont copier. Et donc je suis vraiment content que ça soit remarqué. Mais je vais dire par là, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et tout ce qu'on aura fait, de toute façon, ne suffira pas. Mais il faut commencer à faire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis la vidéoprotection, nous allons généraliser l'éclairage public et d'autres encore. C'est pour cela d'ailleurs que je me présente aux élections législatives de dimanche prochain, parce que je considère que, vu mon expérience et mon amour pour la Mayotte et les Mahorais, j'ai beaucoup à pouvoir apporter. En tout cas, je peux être très utile pour cette population. En tout cas, je me suis engagé et je me suis dévoué pour ça. On a bien compris, vous êtes proche de la République En Marche, vous êtes même adhérent du parti. Aujourd'hui, le gouvernement est décrié, les Mahorais disent que le gouvernement l'a abandonné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez dire aux Mahorais de voter pour vous demain, ou est-ce que vous serez à l'Assemblée auprès de la République En Marche? Oui, il est clair que je suis l'un des premiers membres de la République En Marche à Mayotte. Nous avons reçu le président ici la dernière fois. Écoutez, moi je fais partie d'un ensemble. Hein. Si je suis élu, c'est tout à fait naturel que je rejoigne la majorité en question, qui est ma majorité à moi. Maintenant, concernant la politique appliquée actuellement, il est tout à fait normal d'être solidaire, mais je ne peux pas être solidaire contre les Mahorais. Sachez, mon premier parti, mes premières actions concernent d'abord la défense des intérêts de la population de Mayotte. Donc tout ce qui peut aller à l'encontre de cette déclaration, de ce principe, naturellement, je ne peux pas m'inscrire. C'est pour vous dire que
Pour moi, un parti politique, c'est juste un outil pour défendre les intérêts d'une population. Et donc, ce parti politique ne peut en aucun cas être un outil contre cette population. Je ne peux pas privilégier les intérêts d'un parti politique, ne serait-ce que le mien, contre les intérêts des Mahorais et de Mayotte. Il est clair, et ça sera comme ça. C'est pour cela que je dis souvent que je suis en marche, mais je ne contrôle mes pas. Donc si cette situation perdure, vous serez dans un autre groupe politique. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans un parti, vous devez défendre les intérêts de votre population au sein même de ce parti. Je peux pourtant, rester... on n'entend pas du tout la République En Marche, les élus de la République En Marche. Ah oui, mais les élus de la République En Marche, je ne suis pas dedans, je ne suis pas sénateur ni député, ce n'est pas encore le cas. Ça le sera peut-être dimanche. Mais pour l'instant, je ne suis qu'un individu et un Maoré lambda. Bon, première jumelle de Mamoudou, c'est vrai. Merci. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup, monsieur Bakary Boto, pour vos explications. Passons maintenant à cette information. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi a été reçu à l'Élysée cet après-midi à l'issue de cette rencontre. Il annonce que les mesures qui ont été annoncées par la ministre seront bien appliquées. Je vous propose d'écouter cette interview réalisée à la sortie de l'Élysée. En réalité, je suis venu ici dans la suite de ce déplacement d'Annick Girardin sur place ici à l'Élysée, eh bien, montrer aux Mahorais que ce n'est pas quelque chose qui a été fait de façon isolée. Le déplacement de la ministre a été fait bien évidemment en concertation avec l'Élysée, avec Matignon où je vais me rendre tout à l'heure. Et ici, c'était justement pour acter le fait que ce qui a été annoncé par la ministre va être mis en place immédiatement, tout de suite, sans attendre. Mais pour cela, bien évidemment, je vous donne l'exemple des forces de l'ordre. Comment voulez-vous que les forces de l'ordre se déplacent pour le maintien de l'ordre lorsque l'île est bloquée? Les blocages, ce n'est pas une solution. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Près de 70 interpellations de personnes en situation régulière ont été effectuées ce matin. Les premiers résultats des opérations menées par les gendarmes sur les secteurs de Koungou et en Petite Terre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, Darwesh Daou pour votre édition en mahorais. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.